Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission Genèse de l'homme nouveau. Nous avons tous tendance à croire que nous sommes libres d'agir et de décider du cours que prendra notre vie comme bon nous semble. Cependant, au fil de notre existence, nous réalisons à quel point nous répétons les unes derrière les autres des expériences similaires comme un disque rayé qui n'en finirait de tourner en rond. Nous nous sentons las de ne pouvoir atteindre ce que nous recherchons tous à savoir. Sommes-nous responsables de la majorité des événements qui se produisent dans nos vies? En sommes-nous réellement les créateurs? En fait, sommes-nous réellement libres? Le libre arbitre, ça n'a aucun sens lorsqu'on regarde à quel point l'homme est programmé. Alors, il s'agit de réaliser ceci pour réaliser que le libre arbitre, c'est une approche purement philosophique, purement psychologique, qui n'est pas basée sur la réalité de ce qui se passe réellement. Alors, l'être humain est totalement et absolument assujetti, automatisé à sa programmation. Autrement dit, il est continuellement dans des automatismes. Et le fait qu'il croit au libre arbitre dénote qu'il n'est pas conscient. Alors, c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui, justement, de cette illusion qu'a l'être humain d'être libre. Et même les gens qui se conscientisent, surtout les gens qui se conscientisent, demeurent dans cette illusion-là. Surtout les gens spirituels, c'est évident, là. Et ils regardent ou ils tentent d'évoluer à même une telle croyance. Autrement dit, ils n'ont pas réalisé à quel point ils ne sont pas libres. Alors, ne tenant pas compte de ça, ça crée une résistance à leur évolution. Autrement dit, ils veulent évoluer, désirent évoluer, mais ne tenant pas compte de cette réalité-là, ils sont retardés ad vitam aeternam, dans le sens que tant qu'ils n'ont pas réalisé ceci, ils ne peuvent pas commencer à évoluer et à devenir libres, finalement. On ne parle pas de libre arbitre, là. On parle de devenir libre de la programmation. Une différence entre les deux. Même une personne éveillée n'a pas le choix que de gérer sa programmation. Alors, il n'est pas libre dans le sens du libre arbitre. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais il est libre, il commence à être libre du système pur et bête. Voyez-vous? L'ego qui n'est pas éveillé est assujetti à un système bête. Autrement dit, c'est de la mécanique pure, et il est assujetti à tout ça, sans le savoir. Surtout quand il se croit libre. L'homme qui est en processus, est-ce qu'il a à se fixer en fait sur l'automatisme qu'il a de tout vouloir contrôler dans sa vie, de tout vouloir de lui, de par sa personnalité, de vouloir gérer sa vie? Ouais, mais ouais, mais c'est pas ça qui se passe. C'est qu'il pense qu'il gère sa vie. Puis en fait, la vie lui dit qu'il ne la gère pas. Voyez-vous? Il se croit libre, mais la vie lui dit qu'il n'est pas libre. Autrement dit, les faits dans sa vie, les feedbacks dans sa vie lui disent qu'il n'est pas libre. Même s'il essaie de contrôler sa vie, s'il essaie de contrôler sa vie et les faits dans sa vie lui disent les feedbacks de sa vie, les événements dans sa vie incontrôlables par lui, lui disent le contraire, ben à ce moment-là, il ne gère rien. Voyez-vous? Alors, j'ai une question de Monique.
Oui, qui demande: est-ce la distance qu'on prend par rapport aux événements qui nous permet de voir ce qu'on doit voir? exactement. Le problème, c'est que lorsque l'individu croit être libre, dans la philosophie du libre arbitre, par exemple, il ne peut pas prendre un recul. Voyez-vous? Il peut croire prendre un recul. Mais tant qu'il n'a pas résolu cette problématique-là, tant qu'il n'a pas vu à travers, tant qu'il n'a pas réalisé ce que je viens de parler tout à l'heure, à ce moment-là, il tourne en rond. Il ne peut pas avoir de recul, il ne peut pas observer réellement. C'est ça le problème. Voyez-vous comment c'est lié, là? Il y a Nathalie qui est en train de taper une La question. La liberté implique cette prémisse-là, autrement dit, cette prise de conscience-là. Sans ça, l'homme ne peut pas commencer à justement avoir un recul. Puis il est inconfortable dans ce recul-là. Il n'est pas habitué à vivre ça. Alors il retourne dans l'illusion de sa liberté. Parce qu'il est habitué à ça. Autrement dit, il retourne encore dans la programmation, autrement dit, dans ses automatismes. Il se sent confortable là-dedans, c'est évident. C'est pour ça que les gens ne se sentent pas confortables dans le neuf. Tandis qu'une personne qui est éveillée se sent très confortable dans le neuf. Autrement dit, dans l'inconnu, face à l'inconnu. Parce qu'il sait que c'est la seule façon d'évoluer, c'est la seule façon de sortir de la monotonie, si vous voulez, des automatismes. Voyez-vous? Il devient créatif à ce moment-là. C'est ça, être créatif, finalement. C'est pas de créer des œuvres, c'est seulement être créatif. Ça finit par créer des œuvres, c'est évident. Alors, on a une question de Nathalie qui demande comment prendre du recul lorsqu'on est noyé dans la programmation. C'est ça le problème. La seule façon de prendre du recul lorsque vous êtes noyé dans la programmation, c'est justement de commencer à être informé de tout ça. Mais ce n'est pas vous qui allez vous informer. Ça prend quelqu'un d'autre qui est déjà informé de tout ça, qui a vécu le processus pour vous informer de tout ça. Une fois informé, s'il n'y a pas trop de résistance, c'est là que ça joue en ligne, c'est que s'il n'y a pas trop de résistance, à ce moment-là, là, vous commencez tranquillement à prendre vos distances par rapport à vos comportements, votre personnalité, vos programmes, finalement. Sans ça, vous restez pris dans vos automatismes. Et si vous refusez l'information, ben là, vous restez totalement pris encore. Ça prend une certaine ouverture. Il faut que l'ego en ait suffisamment bavé, autrement dit, pour laisser de côté toutes les tendances qu'il a, toutes les approches tendancieuses, justement, qu'il a vécues, pour justement embrasser une information qui est totalement différente. Être capable de l'absorber ou de l'écouter au moins. Parce que ce n'est pas évident pour l'ego. Même si ça lui semble évident au départ. Mais ce n'est pas évident. Parce qu'il est toujours prisonnier de son carcan psychologique, de ses habitudes, de ses automatismes. C'est ça le problème. C'est ça qui l'empêche d'être libre. C'est ça qui le maintient dans l'illusion du libre arbitre. Tant qu'il n'a pas réalisé ça, il ne peut pas commencer à évoluer. Il peut avoir toutes sortes d'informations, mais il peut déformer ou se désinformer avec même de l'information comme ça. Alors là, ça dépend de l'expérience de l'ego. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a, avec la même information, ils vont aller plus vite que d'autres.
dans le sens qu'ils vont évoluer un peu plus vite. Ils peuvent bloquer à un moment donné, là, mais ils vont évoluer beaucoup plus rapidement. Les étapes, ils vont les passer plus facilement. Il y en a d'autres qui, les premières étapes, qui ont de la difficulté. Chaque personne est différente parce que chaque personne a des programmes différents, des habitudes différentes, des insécurités différentes. Et c'est ça qui crée la résistance. Vos habitudes. Il s'agit de regarder votre vie de façon, comme je l'appelle, méta-cybernétique, dans le sens de méta voulant dire le global, le multidimensionnel. Et regardez quoi? Le système. Votre système. Comment ça fonctionne, cette affaire-là? Vous le regardez d'une certaine façon. Et là où ça commence, c'est difficile à déterminer pour l'ego. Parce qu'il est habitué à comprendre les choses d'une certaine façon. Il n'est pas habitué à sortir de ses habitudes, de ses sécurités. C'est là le problème. C'est pour ça que c'est pas facile. Il peut se faire piéger par toutes sortes de méthodes, toutes sortes d'approches qui sont réductionnistes, qui sont partielles, si vous voulez. Ça peut marcher dans une chose, mais ça ne marche pas dans tout. Alors, il y a Nathalie qui nous demande qu'est-ce qui peut aider à changer de regard? Des chocs de vie, des souffrances de vie. Lorsque l'ego a suffisamment souffert de la vie, à ce moment-là, son esprit est plus ouvert à absorber quelque chose d'autre. Lorsqu'il ne souffre pas assez, si vous voulez, il est moins ouvert, évident. Parce qu'il y a moins de contraintes. Lorsqu'il souffre, il a plus de contraintes à se sortir de ce qu'il vit, de sa souffrance. Alors, ça prend des événements dans la vie. Les événements, d'ailleurs, dans votre vie, dans vos vies, sont comme attirés par vos habitudes. Autrement dit, qu'est-ce que les événements? C'est votre manque d'adaptabilité à la vie, aux événements. Votre incapacité à absorber des événements dits négatifs. Votre mari vous laisse, votre blonde vous laisse, vous perdez une personne meurt, whatever. Votre inhabilité, si vous êtes pris dans toutes sortes d'automatismes, si vous êtes assujetti à votre programmation, c'est évident que vous allez avoir de la difficulté à passer à travers certains événements. Tandis que si vous êtes moins assujetti à votre programmation, à vos automatismes, à vos habitudes, si vous voulez, à ce moment-là, ça va être plus facile pour vous d'utiliser l'énergie des événements créée par le déclenchement des programmes face aux événements. Alors, à ce moment-là, vous allez être capable d'utiliser l'énergie dite négative. Elle est négative parce que vous la regardez comme ça. C'est jamais agréable, quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui vous laisse, etc. Ça déclenche certains programmes, c'est tout. C'est pour ça que ce n'est pas agréable. Mais est-ce que lorsqu'on change de point de vue, est-ce que les événements changent ou les événements sont toujours similaires? Les événements, c'est les événements. Il demeure les événements dans votre vie. Voyez-vous? Mais est-ce que de Les gens meurent pareil quand même que vous êtes éveillé. Voyez-vous?
Alors, si une personne près de vous meurt, bon ben, vous savez pourquoi pourquoi vous réagissez d'une certaine façon. Pourquoi, par exemple, vous êtes mis en vibration plus que d'habitude. Vous savez d'où ça provient. Voyez-vous? Vous avez une vue d'ensemble de ce qui se passe. Sans ça, vous subissez l'événement. Parce que là, vous allez vivre une émotion par rapport à ça. Vous allez embarquer dans la mise en vibration, dans les justifications, etc. Et vous allez souffrir psychologiquement de la perte d'une personne, par exemple. Tandis que si vous êtes plus éveillé, ben à ce moment-là, vous allez être triste que la personne n'est plus là, mais vous allez être en mesure quand même d'utiliser cette énergie-là. Vous allez avoir le même choc, la même dose énergétique, mais mentalement, vous allez être en dehors, en regard, vous allez être moins impliqué émotionnellement dans l'événement. À cause du recul, justement. Et plus vous allez être en mesure d'observer de façon multidimensionnelle, ben, à ce moment-là, vous allez être en mesure d'utiliser l'énergie au lieu que l'énergie vous utilise et les événements et votre programmation vous utilise comme cobaye. Voyez-vous ce que je veux dire? Comme expérience, tout simplement. Bête. C'est bête. C'est en ce sens-là qu'on commence à gérer sa vie. C'est dans ce sens-là que l'ego commence à gérer sa vie. Ouais. À contrôler sa vie. Mais pas dans un contrôle psychologique. Voyez-vous? Le problème de l'être humain, c'est qu'il a une conscience différente, mais il n'est pas encore au stage où il peut justement contrôler sa vie, contrôler les effets du système sur lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas conscience du système, de la mécanique du système. Il pense que il y a des esprits quelque part sur un autre plan, etc. Il interprète les forces en question. Et les forces en question, pour moi, il n'y a pas de différence entre un programme particulier et une entité. Quelqu'un va me dire, ben, je parle avec une entité ou je suis sous l'influence d'une entité, je sais qu'il est sous l'influence d'un programme. La personne qui pense être sous l'influence d'une entité, il est dans la mer. Encore plus qu'une personne qui ne croit pas à ces choses-là, qui n'interprète pas ça comme ça. Là, on tombe dans le domaine de la possession. L'ego est déjà assez possédé d'avance par la programmation, sans tomber dans la possession spirite. Voyez-vous? Mais l'homme a toujours été... l'histoire de l'homme a toujours été une histoire à ces niveaux-là, en tout cas spirit. Regardez les religions, regardez toutes les approches ésotériques, il y a toujours des esprits là-dedans. Il y a toujours des entités là-dedans. Alors, c'est les vestiges. C'est parce que l'ego réfléchit dans cette mémoire-là qu'il croit à ces choses-là. Il n'y a pas suffisamment d'autonomie. Donc, il est encore plus assujetti, englobé par tout ça. Donc, moins libre. C'est encore pire. Alors, on a Monique qui nous dit donc tout est question d'observation. Tout est question d'observation. Exactement. Mais d'une observation multidimensionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une observation qui est en toute conscience de ce qui se passe dans toutes les dimensions. C'est ça, être dans le moment présent. C'est cette observation de ce qui se passe dans toutes les dimensions au moment où ça se passe, c'est évident. Alors, à ce moment-là, l'ego est en mesure de ne pas tomber dans les pièges psychologiques, de ne pas tomber dans les pièges de la mécanique purement systémique.
dans le sens du déclenchement des programmes, etc. Et à cause de ça, par la suite, il est en mesure de créer sa propre programmation, de ne plus renforcer certains programmes, de conscientiser sa programmation, tous ses programmes, autrement dit, de les faire évoluer s'il veut, s'il a besoin, etc. Alors, c'est ça la liberté, c'est ça être libre. Alors, il y a Nathalie qui nous dit, est-ce que ça veut dire ne pas donner de forme à la programmation en interprétant? Exactement. La programmation, c'est la programmation. Si vous mettez des formes là-dedans, vous êtes dans de beaux draps. Dans le sens que vous avez quelque chose en plus. Il y a une subtilité en plus qui crée une résistance. Parce que vous croyez. C'est normal d'anthétiser parce que l'homme a toujours fait ça. Il regarde les choses à son image. C'est pas Dieu qui a fait l'homme à son image, c'est l'homme qui a fait Dieu à son image. C'est bon? C'est l'homme qui regarde la programmation de façon humaine, anthropomorphisée. Il anthropomorphise la programmation ou tous ces mécanismes-là par totale ignorance, parce qu'il n'y a pas conscience de la mécanique. On commence à voir à travers ça. Voyez-vous? Alors, tant que l'être humain ne regarde pas ça tel que c'est, sans flafla ésotérique, spirituel, il ne sera pas libre. Parce qu'il s'enchaîne à autre chose. C'est très subtil. Il y en a qui veulent absolument croire à ces choses-là. Pourquoi? Ils sont insécures. Ils sont capables de faire face à l'infini, au vide, ce qu'ils appellent le vide, qui n'existe pas finalement, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se remplit. Mais pour eux autres, ils sont insécures, ils sont habitués à un plein d'automatisme, si vous voulez. Alors, sortir de là, ça les insécurise. C'est très subtil, oui. Non, en fait, vous venez de répondre à ma question. Okay. Alors, la liberté, être libre, c'est ça que ça veut dire. C'est être libre de la mécanique bête du système. C'est dans ce sens-là que l'ego doit s'opposer au système. Dans le sens de ne pas subir bêtement le système, mais de s'adapter au système. En prenant conscience. C'est comme si le système lui-même prenait conscience de ce qui se passe. C'est ça l'observation, c'est ça que ça finit par être, c'est ça la fusion. L'ego fusionne avec le système. En ce moment, l'ego est fusionné avec sa programmation. Il faut qu'il défusionne. C'est ça l'observation, le recul. Le recul, c'est justement la diffusion d'avec ses automatismes, sa programmation, sa personnalité, si vous voulez, et puis la fusion avec le système. C'est subtil. C'est pas d'être englobé par le système. C'est d'être à la proue du système. Autrement dit, c'est commencer à naviguer, à changer à pouvoir changer de direction en fonction de l'observation de ce qui se passe. On a une question d'Isa. Ce que tu appelles le libre arbitre, c'est l'illusion d'avoir le choix? Exactement. C'est l'ego, l'être humain a l'impression d'avoir des choix. Mais s'il est programmé comme il l'est, puis automatisé comme il l'est, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de choix là-dedans. C'est une illusion, puisqu'il est programmé pour tout. Il se croit libre.
il est même programmé pour se croire libre, imaginez. Okay. Subtilement, il est dupé, il est désinformé. C'est ça le problème, d'ailleurs. Alors, il y a l'impression qu'il y a des choix, qu'il peut faire des choix. Mais ces choix, comme il l'appelle, sont toujours basés sur des automatismes. Alors, ce n'est pas un choix comme tel qu'il a une liberté de choix qu'il a. Il n'y a pas de liberté là-dedans. C'est ça le problème. Alors, lorsqu'il commence à voir à travers ça, justement, puis il ne peut pas voir à travers ça réellement tant qu'il ne réalise pas à quel point il est automatisé, à quel point il est programmé, à quel point il se fait duper, désinformer continuellement. Et il est là le test entre le sommeil profond, évolutif et l'éveil. Alors, est-ce que le choix, finalement, c'est la résultante d'une programmation qu'il installe au fur et à mesure? Non. Le choix, c'est l'illusion de l'ego qui se croit conscient. C'est toujours... il y a toujours une parcelle de conscience, OK? Mais cette conscience-là n'est pas libre. Elle est assujettie à la programmation. Je comprends ta question, Oui, mais elle est à l'envers. Oui, mon mot n'est pas très juste, oui, tout à fait, oui. Ouais. Alors, tu sais, c'est une façon pour l'ego, c'est comme ça qu'il se dupe, justement. Dans ta question, là, il y a justement l'ego qui ne voit pas clair. Quand il parle de choix? Oui, la manière que tu as posé ta question, là, c'est un ego qui pose une question comme ça, c'est pas clair. Bah, disons, pour moi, il n'y a pas de choix, mais le choix n'existe plus, mais les décisions se prennent ou les avancées se font avec un mécanisme qui s'est mis en place par l'expérience. Ouais, c'est ça. Mais les décisions se prennent en fonction des automatismes, en fonction des compulsions. Mais l'ego, là-dedans, il a l'impression qu'il est libre. Il a l'impression que c'est lui qui prend les décisions. Quand en fait, toutes ces décisions sont prises sous l'effet de la compulsion créée par la programmation, les automatismes, c'est évident. C'est de ça qu'il doit prendre conscience, l'ego. S'il est en mesure d'en prendre conscience et de l'appliquer, c'est dans l'application qu'il s'éveille. Au fur et à mesure qu'il va l'appliquer, donc il va l'intégrer, là, il commence à s'éveiller. Comment? Des fois, encore là, il doit vivre l'expérience. C'est pas une fois, puis c'est tout, là. Tout est kosher. Ça marche pas comme ça. Il faut qu'il accumule l'expérience. Mais l'ego, encore une fois, à cause de toute la désinformation, il pense qu'il vit une fois, tout est correct. C'est pas de même que ça fonctionne. Il doit vivre l'expérience, accumuler l'expérience. Et l'accumulation de cette expérience-là n'est pas facile. Pourquoi? À cause de l'accumulation de l'autre sorte d'expérience évolutive, autrement dit inconsciente. Alors, voyez-vous le dilemme, là? Comment l'ego, c'est facile pour lui de se faire désinformer? C'est ça le problème. C'est ça qui retarde continuellement l'ego à évoluer. Parce qu'il tombe dans toutes sortes d'illusions, de trappes, de pièges. Donc l'ego a besoin de prendre de l'expérience pour pouvoir un jour basculer de l'autre côté. C'est ça que je dis. Oui, mais quelle sorte d'expérience qu'il a besoin de prendre? C'est ça la différence. Quelle sorte d'expérience? Pas l'expérience psychologique.
L'expérience, c'est la réalisation de comment il se fait prendre. Donc, ça prend un recul, ça prend une observation. On revient tout le temps à ça. Sans observation multidimensionnelle, il ne se passe rien. Seulement avec une observation psychologique, il ne se passe rien non plus. L'ego involutif a tendance à penser que là, il est habitué à observer, mais de façon psychologique. Et là, il pense que, bon, OK, là, j'observe, il pense qu'il est en observation multidimensionnelle. Tout le monde passe par là. En fait, il ne l'est pas encore. Lorsqu'il ne l'est pas encore, voyez-vous, il y a une différence entre les deux. Alors, l'ego qui est très intellectualisé, là, très développé intellectuellement, ben, il va, je comprends, là, puis, là, OK, je suis en observation, il croit qu'il est en observation multidimensionnelle. Voyez-vous le piège, là? Quand il ne l'est pas, il peut faire un bout de chemin comme ça. C'est toujours ça l'histoire, finalement. Alors, ça prend un très grand degré de vigilance. J'en parle tout le temps de ça, de cette vigilance-là. C'est une autre sorte de discernement qu'il doit développer à travers une autre sorte d'observation. S'extirper de cette expérience-là, s'extirper des automatismes purs et bêtes. Tant qu'il ne peut pas s'extirper de ça, il reste prisonnier de ça, donc il reste dans l'illusion qu'il est libre. Autrement dit, qu'il est en conscience multidimensionnel, c'est évident. Mais l'homme est déjà en conscience psychologique. Il croit qu'il est libre. Voyez-vous le dilemme, là? Que tant qu'il croit ça, quand il ne l'est pas, il ne peut pas commencer à évoluer. Donc, il ne peut pas commencer à avoir un certain recul. C'est lié. On continue. Je pense qu'il y a une question de... Oui, il y avait deux questions. Alors, il y avait la première d'Isa, il y avait une question d'Isa. Le libre arbitre réel, c'est le choix de ne pas enclencher ou de sortir d'un programme. Ouais, mais le libre arbitre réel, ça n'existe pas. Le libre arbitre, regarde, le concept du libre arbitre, c'est une illusion. Là, ce que tu fais, Isabelle, c'est d'essayer d'utiliser un concept psychologique puis le rendre ou l'amener dans une boîte, dans une autre, en dehors de la boîte psychologique. Ça ne fonctionne pas de même. On ne peut pas mélanger. C'est ça le problème. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça fonctionne parce pas. Que, justement, je te posais la question parce que je t'ai déjà entendu dire qu'en fait, justement, être éveillé, c'est de ne plus avoir le choix. Oui. Je suis d'accord. Mais il n'y a pas de libre arbitre là-dedans. Ouais. C'est ce que je veux dire. Et on a une question de Nathalie. Oui. En fait, la liberté, c'est savoir qu'on n'est pas libre. Exactement. Une fois que l'ego réalise qu'il n'est pas libre, en fonction de son état de conscience présent, psychologique, à ce moment-là, à partir de là, il commence à se libérer. Parce que à ce moment-là, il commence à avoir un recul, justement. Il commence à être en mesure d'observer d'une façon différente. Le simple fait de réaliser ça, ça crée un mode d'observation différent. Tu es obligé d'être dans un mode d'observation déjà, dans un mode d'observation différent que le mode d'observation psychologique. Donc, la question elle-même implique un recul. Alors, lorsque l'ego commence
commence ce processus-là à travers des prises de conscience comme celle-là, par la suite, c'est que l'expérience qui doit s'accumuler. C'est pas parce qu'il a réalisé ça que tout est correct. C'est au fur et à mesure qu'il va continuer à réaliser des choses, puis à vivre l'expérience de ce recul-là. À ce moment-là, mais c'est pas facile parce que l'ego, il a de la misère à se situer là-dedans. C'est nouveau pour lui. Alors, très souvent, ça prend une personne pour le situer. Les consultations, justement, ça sert à ça. Ça sert à situer l'ego. Parce que c'est très difficile au départ pour l'ego de se situer. C'est d'amener aussi, les consultations, c'est d'amener l'ego à une autonomie à ce niveau-là. Mais l'ego doit réaliser qu'il n'est pas autonome, qu'il n'est pas encore autonome. S'il pense qu'il est autonome, à ce moment-là, ça ne marche pas. Là. Je t'ai rendu, là, Isabelle. Vous parliez d'autonomie. Pardon? Vous parliez d'autonomie, de l'autonomie que l'ego acquiert au fur et à mesure du processus et de la nécessité d'être situé pour savoir où il en est exactement. C'est ça. Sans ça, surtout au début, l'ego, il ne sait pas où il en est. Il peut croire toutes sortes d'affaires, mais il doit réaliser qu'il est continuellement désinformé par ses anciennes habitudes ou ses habitudes, finalement. Alors, pour qu'il en arrive à développer justement une certaine autonomie d'observation, etc., un certain discernement, bien là, ça prend un certain temps, ça. Puis, il doit avoir des corrections de tir, si vous voulez. S'il n'y a pas de correction de tir, à ce moment-là, il peut tirer dans la mauvaise direction pendant un bon bout. C'est ça le problème. Alors, il peut prendre des habitudes, justement, croire qu'il y en a qui bifurquent comme ça pendant des années. Alors, ils souffrent pendant ce temps-là parce qu'ils essaient d'adapter les choses, les événements ou leur vie à tout ça. Puis ça ne marche pas. Puis ils souffrent beaucoup parce que ça ne fonctionne pas. Autrement dit, le feedback qu'ils ont, c'est pas ajusté, si vous voulez. Alors, ça devrait leur dire quelque chose. Ça devrait leur dire, ben là, remets en question toute ta prémisse. C'est bon? Mais les gens n'ont pas tendance à faire ça. Ils sont habitués à se cogner la tête de ces murs. Ils continuent à se cogner la tête de ces murs. Parce qu'ils ont des œillères, ils ont des prédispositions à penser d'une certaine façon, à croire des choses, etc., etc. C'est ça le problème. Alors, il y a Nathalie qui nous dit, donc on laisse le processus de la programmation se dérouler sans intervenir. Pas tout à fait, dans le sens que la programmation, de toute façon, elle va se déclencher à cause de certains événements. Certaines programmations se déclenchent. Mais à ce moment-là, l'intervention, c'est l'observation multidimensionnelle, justement. Et le fait que l'ego est en mesure de ne plus tomber dans le piège de la désinformation, justement. Il voit très bien ce qui se passe. Il voit très bien qu'il y a un programme qui s'est déclenché, il y a une mise en vibration, qu'il est en train de justifier tout ça. Et s'il embarque dans toute cette justification, c'est probable de voir au-delà de ça le jeu multidimensionnel. Ben à ce moment-là, il retombe dans ses émotions. Alors, tant qu'il ne peut pas intervenir, si vous voulez, à travers une observation pure, multidimensionnelle, autrement dit, si vous êtes en auto, par exemple, et il se présente un mur devant vous, vous allez essayer de l'éviter ou mettre le pied sur les freins. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, l'observation, c'est parce que vous observez qu'il y a quelque chose devant vous que vous allez frapper. Là. Il va y avoir une collision.
Ça prend une observation de ça pour être en mesure d'agir d'une certaine façon. C'est automatique le reste. Voyez-vous? Vous allez mettre le pied sur les freins, vous allez éviter le mur ou la chose dans la route, ou l'autre auto dans la route, ou le piéton dans la route, etc. Mais il faut que vous puissiez l'observer. Si vous observez seulement une partie de ce qui se passe, autrement dit, comme les débutants, par exemple, qui observent le volant ou qui n'observent pas suffisamment loin la route, à ce moment-là, ils vont avoir de la difficulté à conduire, premièrement, et à voir ce qui se passe. Lorsqu'une personne conduit une auto, elle doit observer à un certain point dans la route, sur la route. Si elle observe trop près de l'auto, elle va avoir des difficultés à conduire. C'est un peu la même chose. C'est comme si l'être humain regarde tout le temps trop près de l'auto, juste en avant. Il regarde les lignes jaunes, mais trop près. Alors, il ne voit pas ce qui se passe plus loin. Il ne peut pas anticiper automatiquement ce qui va se passer plus loin. Alors, lorsqu'il est en mesure d'observer plus loin, il peut anticiper la courbe plus facilement. S'il observe seulement la ligne jaune, il ne verra pas la courbe. Il va voir à la dernière minute. À ce moment-là, il va mal conduire, si vous voulez. Il va réagir trop vite à la dernière minute. Voyez-vous? C'est un peu la même chose. À ce moment-là, les gars ont une vue d'ensemble de ce qui se passe. Alors, ils ne tombent pas dans les pièges. Le problème, c'est que l'être humain tombe dans les pièges. Il est habitué à tomber dans les pièges, puis il recommence tout le temps la même expérience. Finalement, il change de forme, c'est évident. Ça lui donne l'illusion qu'il est dans une autre expérience, mais dans le fond, il revit tout le temps la même expérience. Il se fait prendre à toutes les fois, etc. Il s'identifie aux mises en vibration qui ont plus ou moins un rapport avec l'événement, qui sont une amplification, finalement. Autrement dit, les mises en vibration, c'est très amplifié en rapport avec les événements qui déclenchent les programmes. C'est ça le problème des émotions. Alors, tant que l'ego embarque là-dedans, trop facilement, tant qu'il n'y a pas un recul, tant qu'il n'est pas en observation de tout ce qui se passe, à ce moment-là, il continue à souffrir de son manque de perspective, son manque de discernement, parce qu'il est limité. Mais l'ego croit que s'il est en mesure de comprendre les choses, de voir intellectuellement les choses, il peut tout contrôler. C'est une illusion. Pour avoir Parce qu'à ce moment-là, il est constamment dans l'anticipation mentale. Voyez-vous? Il est dans le virtuel. Il n'est pas dans la réalité. Oui? Pour avoir cette vision plus ample dont vous parlez, en fait, il a besoin de vivre une expérience particulière qui va l'ouvrir à ça. Il a besoin d'aller au-delà de ses habitudes psychologiques pour avoir ce premier point de vue, pour réussir à aller au-delà. Oui, mais comment? C'est ça la femme. Oui, c'est ça, oui. Je viens de le décrire comment. Je viens d'expliquer comment. Alors, on a Nathalie qui nous demande comment on met le pied sur le frein. Oui. Vous mettez le pied sur le frein à travers l'observation multidimensionnelle. Autrement dit, vous ne faites pas quelque chose dans le sens de rentrer dans le mur. Voyez-vous? Si vous mettez le pied sur le frein, vous évitez l'obstacle, vous ne rentrez pas dans l'obstacle, comme d'habitude.
parce que vous êtes en mesure d'observer ce qui se passe. C'est un exemple que je donne. Mais l'ego qui regarde trop près, par exemple, de l'auto, les lignes jaunes, comme la plupart des gens qui débutent, qui sont dans l'apprentissage de conduire, ils font, ben, par insécurité, finalement, par ignorance, ben à ce moment-là, c'est l'équivalent d'observer de façon psychologique ce qui est près de vous, ce que vous pouvez voir. Tandis que s'il apprend à observer beaucoup plus loin, il peut anticiper facilement les courses, c'est évident, c'est évident pour lui. Il peut éviter les obstacles, c'est automatique, ça se fait automatique, il les voit. Il les voit venir, les obstacles. Il n'arrive pas à la dernière minute. À la dernière minute, il risque de rentrer dans l'obstacle. Vous bon? Ou dans l'autre auto, etc. C'est ça le problème. La conduite automobile, c'est la même chose. Je donnais l'exemple ce matin des automatismes. Comment, par exemple, je comparais ça à un pilote d'avion qui pilote son avion et à un moment donné, qui met sur le pilote automatique. OK? Et il se passe un événement, mais le pilote automatique, c'est évident, c'est un programme qui est derrière. C'est un logiciel, c'est un programme. Alors, lorsque le pilote met l'avion sur le pilote automatique, l'équivalent d'une conscience psychologique, à ce moment-là, automatisé, c'est évident, à ce moment-là, il peut arriver un événement, mais le logiciel, la programmation va réagir en fonction de ce qu'elle peut. Voyez-vous? Et si c'est un événement qui n'est pas programmé dans le logiciel, à ce moment-là, elle peut faire une manœuvre qui met en péril l'avion, les passagers, etc. Voyez-vous? Parce que ça se fait automatiquement. C'est bête. Tandis que si le pilote, s'il y a cet obstacle-là et voit que l'avion prend une tournure ou à cause qu'il est sur le pilote automatique, et là, il va perdre l'avion, bien là, il enlève le pilote automatique et il observe qu'est-ce qui se passe et il corrige en conséquence. C'est l'équivalent de l'observation multidimensionnelle. Voyez-vous? Autrement dit, le pilote, il est toujours au poste de pilotage, conscient. S'il le met sur le pilote automatique, il peut l'enlever aussi rapidement. Mais il est conscient qu'il est sur le pilote automatique. C'est ça la différence. L'être éveillé ne peut pas se soustraire des automatismes qu'il crée ou qui sont en place. Les automatismes, si vous voulez, les mises en vibration se font quand même. Mais il peut gérer l'énergie à cause de sa capacité d'observation. Il y a une similitude, si vous voulez, directe entre une capacité d'observation multidimensionnelle et l'éveil. C'est ça, être éveillé. C'est avoir cette capacité d'observation, de discernement différent, qui tient en compte les multiples dimensions. Alors, il y a Monique qui nous dit « Ma façon de prendre une distance, c'est de regarder l'événement comme une pièce de théâtre en observant les personnages. Est-ce que ça peut aider ?» Oui, c'est une façon psychologique. Ça, c'est des méthodes psychologiques. Mais des méthodes psychologiques dans des crises un peu plus, ou des situations où vous allez être très en vibration, vous allez voir que vos méthodes psychologiques vont prendre... ils sont difficilement applicables. C'est ça le problème avec ça. Ça peut s'appliquer dans des petites mises en vibration, puis c'est ça qui donne l'illusion que ça fonctionne, mais allez pas, si vous vivez des grosses mises en vibration, vous allez voir que le naturel, il revient au galop. C'est pour ça que les méthodes psychologiques ne fonctionnent pas de façon universelle. Ils vont fonctionner dans certaines situations où
il n'y a pas trop d'énergie. Ça donne l'impression que ça fonctionne. Et les gens se font prendre là-dedans. Et il y a Nathalie qui nous dit donc c'est la capacité à prendre du recul qui mène à la conscience multidimensionnelle. Oui, oui. Mais c'est la même chose. Le recul, c'est l'observation. Et l'observation, c'est le recul. Mais pour avoir un recul, il faut s'opposer à quelque chose. Voyez-vous? Il faut avoir conscience que ce qui se passe, c'est pas tout à fait, ou ce qu'on vit, c'est pas tout à fait ça. Voyez-vous? Alors, ça prend une opposition. Il faut avoir conscience de l'erreur, si vous voulez. Et commencer à vivre une certaine opposition pour développer une capacité d'observation en conséquence. Je dis bien développer. Ça ne se fait pas automatiquement, puis tout d'un coup, il n'y a pas de pensée magique là-dedans. Ça se fait à travers votre expérience autonome, dans le sens de dans votre vie. Et la répétition de l'expérience, même si ce n'est pas parfait. C'est cette capacité à absorber l'erreur, on pourrait élaborer là-dessus, mais cette capacité à absorber l'erreur, ça prend un mental qui est suffisamment dépolarisé pour accepter l'erreur, pour utiliser l'énergie. C'est ça le problème aussi. Alors, il y a tout un apprentissage à faire à ce niveau-là. Alors il y a Isa qui nous dit l'homme éveillé ne fait qu'une seule chose, s'ajuster à ce qu'il se passe. Ouais, c'est ça qu'il devrait faire tout le temps. Mais pour s'ajuster à ce qui se passe, il faut qu'il soit en mesure de l'observer adéquatement, l'observer. Donc, l'observer multidimensionnellement, c'est évident. Pour ça qu'il ait développé cette capacité-là. C'est pas parce que vous décidez une journée comme ça, là, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a rien à décider là-dedans. Vous êtes en mesure de le faire, vous ne l'êtes pas à cause que vous êtes désinformé, etc. Tout dépend de votre situation psychique, mentale, évolutive en fonction de l'information que vous recevez, etc. C'est pour ça que chaque personne est différente. C'est comme si l'ego était tout le temps en opposition avec le réel, même lorsqu'il veut évoluer. Surtout même lorsqu'il veut évoluer ou lorsqu'il veut se sortir de sa souffrance. Il est tout le temps en opposition parce qu'il a tout le temps, il est constamment sous l'influence de ses automatismes. Alors, il y a tout le temps de résistance. C'est de tout ça qu'il doit prendre conscience. C'est exactement ça qu'il doit observer. La première observation, c'est celle-là. La plus importante, en tout cas, c'est celle-là. Mais c'est difficile pour lui de l'observer puisqu'il en est totalement inconscient. Il faut qu'il soit amené à l'observer. Moi j'aurais aimé savoir par rapport aux événements si en fait on n'est pas les... Est-ce qu'on attire à nous des événements ou est-ce que les événements arriveraient, est-ce que ça dépend de notre énergie, est-ce que ça dépend de notre programmation, ce qui nous arrive dans nos vies? Est-ce que c'est nous qui attirons les situations? Oui, ça dépend de votre programmation. C'est ça qui attire, entre parenthèses, les événements, c'est évident. Vous les tricotez, les événements. Vous arrangez inconsciemment pour faire face à certains événements. Voyez-vous? Si vous êtes négligent, par exemple, par rapport à quelque chose, ben, c'est évident qu'il va arriver des événements et des chances. Hein? Vous laissez trop d'espace, par exemple. C'est évident qu'il va arriver certains événements. Voyez-vous?
C'est comme, je sais pas moi, vous rencontrez quelqu'un sur la rue, vous lui donnez 5 dollars pour qu'il ait, vous lui demandez d'aller vous acheter un café, vous lui donnez un 100 dollars par exemple, vous ne connaissez pas. Allez-vous faire ça? Réellement? Ben, les gens font constamment des choses comme ça, pas aussi évidentes que ça, mais c'est l'équivalent. Et ils s'attendent à ce que la personne revienne. Il y a des grosses chances que si vous donnez un 5 ou un 100 par exemple, pour acheter une tasse de café à un itinérant, par exemple, il y a des grosses chances qu'il ne vienne pas. Voyez-vous? Au lieu d'aller vous acheter un café, il rentre dans une place où il peut acheter du vin ou des liqueurs plus fortes, puis il saoule la gueule. Voyez-vous? Parce que lui est programmé pour faire ça. Alors, les gens sont programmés pour prendre l'espace que vous leur donnez. Dans ce sens-là que vous créez les événements. C'est pour vous. C'est des circonstances, c'est comment vous agissez de façon automatique, c'est évident qu'il va créer certains événements. Dans le sens qu'il va y avoir des chances que la personne ne revienne pas avec votre 100 dollars ou votre 100 euros. Donc, quand on commence à prendre conscience de nos automatismes, on peut changer ces donnes-là aussi. Ben, vous allez avoir conscience de ne pas donner un 100 euros, par exemple, à un itinérant pour aller chercher un café. Ça va être évident pour vous qu'il va prendre l'espace. Vous allez voir dans l'avenir, si vous voulez, dans votre avenir, dans l'avenir de cet individu-là, c'est évident, ça va être évident pour vous. Voyez-vous? Ça? Alors, on a Nathalie qui nous dit « Donc on n'est pas du tout libre, mais complètement responsable ». Ben, si vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas responsable. Il s'agit justement, lorsqu'une personne devient libre, elle devient responsable. Elle se responsabilise. Ça va ensemble. Voyez-vous ce que je veux dire? Je répète la question encore, c'est intéressant. Ouais, c'est fort, ça. Tu peux développer ce que tu viens de dire? Ouais. La relation entre liberté et responsable. Ce qu'on a en fait sur la répète la question. Nathalie disait « Donc on n'est pas du tout libre, mais complètement responsable ». Ouais. Mais quand vous êtes, je répète encore, quand vous n'êtes pas libre, vous êtes totalement irresponsable. Lorsque vous devenez libre, c'est parce que et finalement, la résultante, c'est que vous allez vous responsabiliser. En tant qu'ego, en tant que conscient, qui allait être responsable de vous-même, de vos actions, etc., etc. Voyez-vous, là? Voyez-vous comment l'absence de responsabilité va avec l'absence l'absence de liberté. C'est le contraire, finalement. Voyez-vous? Mais Nathalie a posé la question comme ça. C'est normal que les gens posent la question comme ça. À cause de la désinformation. Tant que l'ego n'est pas libre, tant que l'ego est dans ses automatismes, il ne prend aucune responsabilité, il ne peut pas. Même s'il se responsabilise, il va se responsabiliser à d'autres niveaux psychologiques. Mais dans le fond, c'est parce qu'il ne se responsabilise pas suffisamment
Voyez-vous? Qu'il n'est pas libre. S'il se responsabilisait réellement, il commencerait à voir ce qui se passe un peu. Là. Il réaliserait qu'il n'est pas libre. Il finirait par voir qu'il est sous l'effet d'automatisme, etc. Donc, il n'est pas responsable. Voyez-vous? Puis là, il réaliserait à quel point il n'est pas responsable, à quel point il n'est pas libre, etc., etc. Donc, là, il s'opposerait à cette condition-là, c'est évident. Voyez-vous? C'est ça, là. Une des premières prises de conscience, c'est celle-là. Lorsque l'ego prend conscience de ça, automatiquement, il s'oppose à ça. On ne peut pas ne pas s'opposer à ça. Et lorsqu'il s'oppose à ça, il commence à avoir un recul, évident. C'est ça des prises de conscience, des réalisations. Une notion claire apparaît lors de ces échanges. L'homme actuel croit qu'il est libre alors qu'il est complètement assujetti au système. Il nourrit l'illusion du choix et crée ainsi une résistance à son évolution. Par contre, l'homme qui commence à s'éveiller réalise à quel point il est automatisé et tout doucement il apprend à gérer et à devenir libre de sa programmation. Cette liberté vient du fait qu'il a développé une capacité d'observer la mécanique subtile de son système. Il est en mesure de voir ce qui lui est favorable ou non et de créer sa propre programmation. L'homme actuel pense que la compréhension intellectuelle est suffisante pour qu'il puisse tout contrôler, et ce, sous le regard de la vie qui lui démontre pourtant le contraire. Il vit d'une conscience limitée, alors que l'homme éveillé vit d'une conscience illimitée. Ce dernier apprend à danser avec la vie, à dealer avec les événements, quels qu'ils soient. Alors, seriez-vous prêt à savoir ce que c'est d'être réellement libre et de ce fait à vous abreuver directement à la source? Nous vous proposons des ateliers et des consultations privées qui vous permettront de commencer à goûter à cette liberté. À vous d'y voir. Au revoir et à bientôt pour une prochaine émission.